Yuki, un garçon dont la mémoire a été effacée de son esprit inutile, le rendant l'être le plus douteux du monde. Heureusement, il a quelques amis pour le remettre sur le droit chemin. Enfin, si vous appelez droit chemin le fait d'être kidnappé et mangé dès qu'on tourne le dos, alors oui, Yuki a cette fâcheuse habitude d'être enlevé et perdu comme il n'arrive à rien. Yuki, qui n'a aucun sens de l'orientation, rencontre une déesse elfe nommée Lady Ameth. Elle, blessée, lui explique qu'elle a désigné quelqu'un d'autre pour le guider le temps de sa réparation. Si seulement remplacer quelqu'un était aussi simple dans la vraie vie. Elle voudrait prolonger la discussion malgré avoir dit au départ de ne pas la regarder parce que ça gêne ses réparations. Le temps presse et Yuki est envoyé dans un autre monde. En chute libre, vue de loin, on croirait une étoile filante. Pendant ce temps, une autre elfe, Kikoro, se dirige vers l'endroit où Yuki vient de tomber, tout excité de le rencontrer pour la première fois. Le moment est moins charmant que prévu. Son soi-disant seigneur est étendu, inconscient, pendant que deux loups le traînent comme du jerky. Après un regard entre les loups et Kikoro, ceux-ci s'enfuient avec leur butin. La pauvre fille se précipite pour le sauver, puis attend qu'il ouvre les yeux. Kokoro lui explique qu'elle a été envoyée par Lady Ameth pour être son guide et lui apporte à manger, mais quelqu'un d'autre a aussi l'œil sur ce repas. Oui, les loups reviennent. Kokoro espérait que Yuki les botterait et retrouverait peu à peu ses capacités, mais il se fait rouer de coups et traîner encore, et la voilà partie à leur poursuite une deuxième fois. Après l'avoir secouru, Yuki, muet, fait le fier en montrant ses biceps comme s'il prouvait sa force. Kokoro croit respirer, mais la comédie échoue et Yuki retombe inconscient. Pendant ce temps, une fille aux cheveux orange se fait voler son épée par deux voleurs qui prétendent être malades et l'envoient chercher des remèdes. La pauvre court après eux pour récupérer l'héritage de ses parents. Yuki et Kokoro arrivent à Landisol et prennent des crêpes. Yuki y apprend à ses dépens que l'argent compte et comment il se dépense, puis il décide de passer la nuit dans un lodge sans que Kokoro sache à quel point c'est cher. Par bonté d'âme, Yuki propose de camper sans faire d'histoire. Kokoro s'endort presque quand un vacarme la réveille, et oui, ce sont encore ces putains de loups qui ont manifestement un compte à régler avec lui, et voilà Yuki incapable même de se réveiller alors qu'on le traîne par terre. Le lendemain, Kokoro veut aller chercher de l'argent pour leurs besoins, mais Yuki refuse de la laisser y aller seule et l'accompagne jusqu'à une guilde. Karine, membre d'une association de guildes, leur conseille d'aller ramasser des champignons. La taciturne épéiste suit quand même les deux voleurs, supposant qu'ils ont besoin de remèdes, sans se rendre compte qu'on se moque d'elle. Les hommes se cachent dans les buissons et se font attaquer. Dans les mêmes ruines, Kokoro et Yuki cueillent des champignons quand Yuki tombe sur Pecorine, la fille qu'avaient dépouillé les bandits, faible et affamée. Ils lui préparent à manger. Pecorine, nom donné par Kokoro qui a même baptisé un mignon champignon Pachiko et l'a mis dans son sac. Puis les trois se font soudain attaquer par des champignons géants grâce à une magie mystérieuse. Sans perdre une seconde, le trio se jette dans la bataille contre ces putains de monstres champignons et étrangement, ils sont en train de perdre. Voyant ses amis en danger, Yuki brandit son épée et libère une puissance cachée qui renforce Kokoro et Pecorine, leur assurant la victoire. En ramassant les champignons pour la guilde, les petites créatures mignonnes se révèlent être des fonks qui aspirent les nutriments des humains comme des ex-toxiques. Pachiko tente de faire pareil mais se fait engloutir par Pecorine qui devient alors somnolente comme ivre. Kokoro et Yuki rentrent à Landisol avec les champignons et la bande pathétique. Ils décident d'aller manger un morceau et, surprise, tombent sur Pecorine en plein concours d'engloutissage. Elle termine de manger en vitesse et gagne. Pecorine repère dans la foule les deux bandits qui lui ont volé son épée et, en voulant leur donner le remède dont ils ont besoin, oublie malheureusement la récompense qu'elle a gagnée. Une Neko nommée Carole l'observe de loin et les trois partent à la recherche des hommes, mais tombent sur un monstre cochon géant. Pecorine s'avance pour affronter le monstre et protéger la ville. Le monstre semble possédé par Carole, mais possédé ou pas, pour Pecorine, il ne vaut qu'un seul coup. Il cherche ensuite les bandits, mais tombe sur Carole assommée par le cochon que Pecorine a projeté. Ils l'attendent se réveiller. Honteuse, Pecorine s'excuse à tout va et propose à Carole quelque chose à manger. Mais la nourriture est encore brûlante. Carole se fâche et part en trombe. Perchée dans un arbre à ruminer son plan pour se débarrasser de Pecorine, elle aperçoit les deux bandits avec une épée de cristal poursuivie par un dragon noir furieux. En reconnaissant l'épée volée à Pecorine, Carole a une idée. Avec son aide feinte, il remonte la vallée jusqu'au repère du dragon. Yuki tente de le distraire, mais disons simplement que ça ne se passe pas comme prévu. Le dragon attrape Yuki dans sa gueule, l'épée y repose aussi,
Mais Yuki compte sur la magie de Kokoro pour le protéger. Pendant ce temps, Pecorine saute sur le dragon et fonce vers la gueule pour récupérer son épée et sauver Yuki. Carole trouve là l'occasion parfaite pour contrôler le dragon avec sa magie et le déclencher en furie. Son plan tourne étrangement autour de l'élimination de Pecorine. Pour la faire tomber, Carole envoie le dragon virevolter sauvagement, elle réussit à moitié. Les racines capillaires de l'homme afro qui a volé l'épée retiennent Pecorine assez longtemps pour qu'elle ne tombe pas tout de suite. Mais l'intensité accrue de la magie de Carole rend le dragon encore plus fou et Pecorine finit par tomber, arrachée par les cheveux de l'homme en plein milieu. Yuki profite des vrilles folles du dragon pour le ramener sous une Pecorine en chute libre, qui en profite pour lui asséner un coup et le faire chuter. Elle s'en sert pour amortir l'impact. Quand le dragon plonge trop près de Carole, il sort du contrôle et la prend pour cible. Par chance, Pecorine a réussi à reprendre son épée. Avec l'épée de cristal en main, elle tranche le dragon sans effort et il tombe sur un trésor énorme. Les deux bandits, reconnaissant, remercient Pecorine. Inspirée, Pecorine décide de fonder une guilde avec Yuki et Kokoro, puisque les deux cherchent du travail, une équipe toute trouvée quoi. Carole refuse de les rejoindre et s'éloigne, même si ça la travaille de les mépriser maintenant. 3. Pecorine arpente l'Andisol en grignotant des douceurs. Pendant ce temps, Yuki voit une fille faible, croit qu'elle a faim et lui donne un onigiri, grosse erreur en perspective. Kokoro récupère le formulaire d'inscription de la guilde et va voir Yuki pour retrouver Pecorine. Sauf que la gourde est avec les deux bandits, en train de se goinfrer encore. Kokoro et Yuki trouvent Carole devant le resto où se trouve Pecorine, mais ne remarquent pas qu'elle l'espionne pour dénicher ses faiblesses. Les deux la font entrer après avoir entendu son estomac grogner. Le pauvre chat ne peut même plus faire la maligne devant eux. À l'intérieur, les bandits Charlie et Akaki sont en coma alimentaire après un tas d'assiettes, tandis que Pecorine, toujours enjouée, les invite à reprendre une tournée. Les plats arrivent pour les trois pendant que Carole boude en faisant semblant de se foutre de la bouffe. Pecorine essaie encore de lui forcer une bouchée, mais Carole la recadre. Toujours charmante, Pecorine lui propose de choisir autre chose sur la carte, ce que Carole fait à contre-cœur. Le patron leur dit sans scier qu'il n'a plus d'ingrédients. Madame Gourmande a tout englouti. Carole s'énerve, mais Pecorine demande calmement à voir leur menu secret. Elle a entendu parler de trucs spéciaux après tout. Quand le plat arrive, c'est de la bouffe d'insectes et seule Carole ose dénoncer l'absurdité du truc. Pecorine essaye de la faire goûter tandis que Kokoro et Yuki s'enfilent le tout, laissant la pauvre traumatisée bouche bée. Pecorine parvient cette fois à faire avaler à la force une bouchée à Carole qui, surprise, trouve ça bon et décide finalement de manger avec eux. Après le thé, Kokoro évoque la candidature à la guilde, ce qui réjouit Pecorine, mais Carole, curieuse, montre son intérêt puis s'en va. Dehors, Carole goûte un fruit acidulé d'un arbre et réalise qu'il irait à merveille avec la bouffe pour insectes. Une étrange femme l'interrompt en disant attendre que quelque chose se passe dans ses jours ennuyeux. Carole s'en va, pas très causante. Le lendemain, Pecorine annonce à Kokoro et Yuki qu'elle a décroché un job au même resto, ce qui fait serrer le formulaire de guilde à Kokoro derrière son dos. Au resto, Pecorine s'éclate à servir les clients tandis que Kokoro et Yuki déjeunent là aussi. Carole flâne devant le resto en repensant à l'ordre du maître. Garder un œil sur Pecorine plutôt que de la tuer pour l'instant. Elle entre pour obéir et trouve Pecorine en train de donner la bouffe aux insectes à des petites filles. Elle gronde Pecorine pendant que Kokoro, mal à l'aise, tripote le formulaire derrière Carole. Carole va répliquer à Kokoro puis se ravise en se souvenant pourquoi elle est là. La conversation est interrompue quand un gros type déboulonne la porte du resto, insulte tout le monde, comme si c'était l'émission 600 livres pour la vie, et qu'en plus il voulait goûter cette foutue bouffe pour insectes parmi tous les plats. Le patron le réprimande et se fait plaquer par le gros. Pecorine aide le patron et décide de lui servir le plat même si elle ne l'a jamais cuisiné. Carole ajoute le jus du fruit avant qu'il n'essaie et quand le gros goûte, c'est l'extase malgré ses airs de détester. Pendant qu'il fait son cinéma, Pecorine le jette dehors. Une fois le chaos retombé, Carole annonce qu'elle est prête à rejoindre la guilde. Les quatre s'enregistrent alors comme guilde gourmette, prêts à traquer toutes les cuisines et ingrédients du monde. Un job de rêve pour tous, les quatre jubilent d'avoir enfin une maison, mais à l'arrivée, leur joie vire à la déception. L'endroit est abandonné depuis des années, plein de poussière, d'insectes et de serpents. Déterminé à avoir un toit sûr, ils décident de rendre l'endroit habitable. Le groupe retrousse ses manches et se met au boulot pour transformer la cabane délabrée en une maison de guilde étincelante. Alors qu'elle nettoie, Pecorine découvre un énorme problème dans la maison, tandis que Carole se demande quel autre souci il pourrait y avoir quand la maison elle-même pose problème. Pecorine dit qu'elles n'ont même pas de table pour dîner, ce qui complique leur sentiment de culpabilité.
Carole propose d'en acheter une, mais Pécorine veut que la table soit spéciale pour savourer les repas. Elle décide donc de la construire. Pendant qu'elle commence à découper l'arbre, Kokoro dit à Carole qu'elle va chercher des provisions indispensables pour la maison. Carole vérifie qu'il n'y a ni bestiole, ni serpent, ni fantôme avant de se mettre au rangement. Bien décidée à tout rendre impeccable, elle frotte énergiquement pendant que Kokoro essaie d'acheter tout le nécessaire sans vider leur poche. Elle rencontre une fille nommée Seren, responsable de l'orphelinat Serendia. Seren aide Kokoro à prendre ses affaires, puis demande à sa bonne agitée, Suzume, d'aider Kokoro à ramener le tout en charrette. Le seul problème, c'est que toutes deux se perdent en route et s'enfoncent dans la forêt. Une chauve-souris surprend Suzume, l'âne braie et s'enfuit, et elles doivent alors trouver un animal pour tirer la charrette quand elles tombent d'un autre sur une créature dégoûtante façon lama, Rima, qui parle. Rima est vexée d'être traitée d'animal et porte des vêtements pour se fondre parmi les humains. Elle accepte de les aider à tirer la charrette. Carole veut laver les fenêtres en hauteur et demande à Yuki de monter sur des chaises empilées pendant qu'elle les tient. Pendant qu'il nettoie, Carole dit à Yuki de ne pas trop dépendre des autres, même s'il a perdu la mémoire. Il dit d'accord, mais Carole voit bien que son idiot ne le pense pas. Une bestiole lui remonte la jambe, elle sursaute, Yuki tombe et s'évanouit. En ouvrant les yeux, il se retrouve devant Omet qui la met en garde contre l'ennemi et lui explique que les trois filles ont leurs démons à affronter, surtout Carole. Yuki se réveille en se disant que tout cela n'était qu'un étrange rêve. Alors qu'elles essaient de faire passer la table dans la maison, elles réalisent enfin que Pécorine l'a faite trop grande. Pécorine se remet donc au travail. En chemin, Rima botte le cul de quelques bandits, commence à se goinfrer comme si c'était toi et reprend forme humaine. Les trois dans la maison réussissent enfin à la rendre jolie et Kokoro arrive pile à temps. Les quatre se détendent un peu et prennent un bon dîner après une journée chargée mais un brin utile. Après s'être installés dans leur guilde fraîchement nettoyée, Yuki attrape un vilain rhume. Kakoro joue au guérisseur à l'ancienne pendant que Pécorine lui prépare des plats nourrissants. Mais c'est quoi ces insectes dans l'assiette ? Carole, la seule à garder la tête froide, craque et décide qu'il faut un vrai hôpital. En cherchant, ils en trouvent un et, surprise, tout le personnel est déguisé en magicien. Yuki doit s'attendre à des soins magiques et il en aura façon spéciale. Deux médecins l'emmènent au bloc pendant que Kakoro fait griller des bestioles en suppliant une potion miracle. Les deux filles l'empêchent de mettre le feu à l'hôpital, pendant que personne ne remarque des empreintes ensanglantées sur les murs, donnant plus l'impression d'un asile que d'un hôpital. Un patient fonce sur eux en fuyant, celui qui avait insulté la bouffe aux insectes, devenu si amaigri qu'on ne le reconnaît plus. Et rappelez-vous quand j'ai dit que c'était sûrement la pire erreur 5 minutes plus tôt, eh bien la démone qu'avait aidé Yuki bosse comme infirmière ici, obsédée par lui. Disons juste que Yuki ressortira traumatisé à jamais. On voit Hariko traîner le moins gros des deux jusque dans sa chambre. Après l'opération, ils n'ont pas le droit de voir Yuki, alors ils repartent. Hariko le cherche depuis qu'il lui a donné à manger, prétendant qu'il est son âme sœur. Quand elle le trouve à l'hôpital, elle le fixe de façon malsaine et ne le lâche pas, terrifiant le pauvre garçon. Le lendemain, ses amis paniquent et retournent sur place après avoir entendu que ce n'était pas un hôpital comme les autres. Je sais pas comment ils ont ignoré tous les signes dès le premier jour. T'as sûrement fait pareil avec ton ex. À leur arrivée, Pécorine passe du doute à la certitude en voyant que les trois filles de l'hôpital sont la guilde Twilight, Hariko la destructrice, Nanaka la collectrice et le docteur Mitsuki, le démon borgne. Vouloir sauver Yuki, les filles se faufilent à l'hôpital mais paniquent en voyant Hariko dans sa chambre qui veut lui faire porter l'anneau maudit qui les liera pour toujours. Ça aurait dû être moi, pas lui. C'est pas juste. Carole leur file un plan pour que Kokoro fasse cramer des bestioles dans une autre salle afin que l'hôpital pue. Hariko sort pour trouver la source et Carole et Pécorine viennent le sauver par derrière. Alors qu'elles essaient de le traîner dehors, elles se retrouvent coincées dans l'escalier. Hariko descend, Mitsuki monte, Carole feint une douleur au ventre pour retenir le médecin pendant que les deux autres sortent par la fenêtre sans savoir qu'elle attendait une patiente depuis longtemps. Et disons juste que Carole restera à jamais célèbre pour son sacrifice. Yuki est emmenée chez un autre médecin qui dit que ce n'est qu'un rhume et que l'éruption a déjà été bien traitée. En apprenant que c'est Mitsuki qui l'a soignée, ce médecin normal avoue qu'elle est une bonne doctoresse malgré son air effrayant. Soulagée, elle décide de venir chercher Carole le lendemain. Après que Yuki et Carole se sont remis de l'épreuve à l'hôpital, les quatre sont prêtes pour une aventure, leur première mission ensemble. Carole n'était pas très chaude pour la récolte physique, mais un peu de chantage émotionnel l'a convaincue d'y aller. Après avoir traversé forêts et rivières, elle décide finalement de camper près d'un lac. Les quatre préparent à cuisiner, ce qui implique aussi d'aller chercher des provisions.
Carole s'évertue à attraper du poisson pour éviter les bestioles, mais il n'y a pas de poisson à voir et Kokoro, elle, voit surtout des insectes partout. Pendant qu'elle rouspète, Pécorine revient avec des fruits et un oiseau chassé, sauvant Carole. Les quatre préparent un délicieux repas et festoient, puis mangent les fruits rapportés par Pécorine. Kokoro prend un moment avant de croquer le fruit, logique vu que les trois autres sont complètement torchés et font n'importe quoi. C'est presque mignon de voir Carole pleurer en serrant son ennemi. Le lendemain, au réveil, elle découvre Yuki qui les fixe comme un zombie, la gueule d'un monstre loup autour de lui. Pourquoi tous les monstres trouvent Yuki délicieux, ça reste un mystère. Le monstre fonce à travers la forêt, est traqué et balance Yuki contre un arbre. La tension sexuelle entre Yuki et l'évanouissement atteint des sommets surréalistes. Alors qu'il se réveille, il tombe nez à nez avec une petite bûche qui lui parle, ce qui est un peu déroutant, jusqu'à ce qu'une fille, Eo, sorte d'entre les arbres en pestant qu'elle n'a pas d'amis et qu'elle parle à cette bûche juste pour apprendre comment se comporter quand elle en aura un. Yuki ne sait même pas ce que veut dire ami, tandis qu'Ao suppose qu'il est aussi seul et aimerait un ami. Sa bulle de bonheur éclate quand les filles viennent chercher Yuki et Ao les accompagne jusqu'au village de Targum puisqu'elle y habite. La propriétaire de la ferme, Misato, les accueille en se présentant, puis Ayo et une fille nommée Hatsune qui dort quelque part. Misato leur parle des gens du parc Elisabeth, l'endroit d'où vient Rima. Rima et ses amis, Shioran, Maharu et Aeon traversent le coin. Shioran est malade et se rend à Targum pour voir sa sœur. En se reposant, les quatre affrontent des ombres qui non seulement reproduisent de leur apparence, mais imitent aussi leurs attaques. Pendant ce temps, notre bande gourmet trouve Hatsune flottant en plein sommeil, comme certains de mes spectateurs, qui percutent une cloche sans se réveiller. Elle pourrait bien être l'âme sœur parfaite pour Yuki. Rima et les filles se débrouillent plutôt bien, jusqu'à ce que Christina débarque en mode ôter ce zap protecteur et attaque tout le monde. Christina est la fille que Carole a déjà rencontrée. Hatsune raconte à tous l'histoire de sa sœur Shioran et combien elle est excitée de la revoir, ignorant que Shioran a été attaquée et affaiblie, ce qui a permis à une des ombres de frapper. Shioran succombe au contrôle des ombres et s'excuse auprès de Hatsune de toujours l'inquiéter. Alors que tout le monde se prépare pour la récolte, ils apprennent que le fait que Hatsune vole n'est pas de la magie mais un super pouvoir. La conversation est interrompue quand tout le village se rassemble autour de Rima, Maharu et Aeon blessés, racontant l'attaque par des ombres et la perte de Shioran. Les rumeurs sont confirmées, le danger est réel. Hatsune veut foncer sauver Shioran et le groupe inutile décide de l'accompagner. Alors qu'il la cherche, Hatsune survole la zone pour scruter des signes et reçoit une flèche en plein vol. À la vue de la flèche, elle devine le pire et ses craintes se révèlent exactes. C'est bien Shioran qui l'a attaquée, mais quelque chose cloche chez elle. Elle s'est éclipsée comme mon père. Pécorine décide d'aller chercher Carole, qui est déprimée en pensant au danger des ombres. Après l'avoir un peu remontée, Pécorine part affronter les ombres qui attaquent le village. Pendant ce temps, Yuki et les autres tombent sur Christina et livrent un combat intense. Leurs assauts réunis ne sont qu'un caillou jeté contre une montagne. Pourtant Yuki, qui s'est encore fait Chris Brisier, est convoqué par un type louche qui lui dit qu'avec leurs forces actuelles, affronter Christina à plusieurs est impossible. Il ne sauvera ses amis qu'en éveillant son pouvoir de chevalier prince. Alors que les filles sont près de céder face à Christina, Yuki se réveille et active lui aussi ses pouvoirs, renforçant la magie de ses amis. Mais même tous ensemble, ça ne suffit pas pour la terrasser. Cependant, leur acharnement et l'éveil du pouvoir de Yuki chez toutes suscitent l'intérêt de Christina, qui se retire, s'étant bien amusée pour la journée. Trop affamée pour continuer, Pécorine perd un peu de souffle. Sachant que Carole avait pour mission d'éliminer Pécorine et que les ombres venaient de son patron, elle hésite à l'aider. Finalement, elle choisit de l'épauler et d'éradiquer les ombres avec elle. De son côté, Hatsune s'accroche à Shorin et pénètre son corps pour l'empêcher d'être entièrement dévoré par l'ombre. En la motivant, elles expulsent l'ombre qui est ensuite anéantie par l'attaque collective de Carole et Pécorine. Quel père étrange! Une fois la bataille finie, Carole est convoquée par son maître et reçoit une nouvelle mission. Espionner Yuki avec Pécorine. Mais face aux pitreries des deux, Carole ne voit vraiment pas quoi surveiller. Carole demande aux trois de choisir une quête plus digne la prochaine fois, plutôt qu'un job qui paie juste en nourriture. En cherchant une bonne mission, elle rencontre 3 filles en quête d'aventure et trace une carte sûre à explorer. Et je ne sais même pas à qui est venue cette idée de débile, mais ils ont élu Yuki chef. Le lendemain, après les avoir envoyés, les filles s'inquiètent et décident de les suivre en cachette. Penser que Yuki avec les petites les protégerait est la pire erreur, il est aussi bête qu'elle et les guide nulle part, complètement à côté de la plaque. Les autres essaient discrètement de prévenir Yuki, mais son crétin comprend mal et s'enfonce encore plus. Pécorine, déguisée en monstre pour les ramener sur le bon chemin, tente d'effrayer tout le monde, sauf que la fille qui tape les monstres se fait ridiculement battre par 3 marmots.
Carole et Kokoro décident d'éliminer les monstres sur le chemin en douce et juste après, Yuki se fait carrément kidnapper par un énorme oiseau. Comment il finit toujours dans le bec des bestioles? La dernière fois, c'était une autre bête. Pecorine arrive pour prévenir les deux autres au sujet de l'oiseau, mais Yuki avait déjà disparu. Les petites décident de suivre l'oiseau pour sauver leur monstre. 50 points pour l'assurance, moins 250 pour l'absurdité. Les filles viennent sauver Yuki, mais comme on pouvait s'y attendre avec ce groupe inutile, elles subissent le même sort. Les trois se retrouvent happés dans la scène suivante, l'oiseau emportant les filles inconscientes vers l'étape d'après. Kokoro fonce dans le nid pour trouver Yuki et le découvre inconscient, allongé près d'une effigie, un épouvantail de ferme qu'ils avaient fabriqué, montrant que l'oiseau détruisait les récoltes. L'oiseau fond sur les trois, mais Carole l'arrête avec sa magie. Kokoro encourage Carole à utiliser tout son pouvoir pour l'achever, mais Carole s'effondre. Elle n'en peut plus, n'a rien mangé de la journée et a vidé son énergie magique à combattre toutes sortes de monstres. Et bien sûr, Kokoro subit le même coup de barre. Pecorine essaie de se battre coincée dans son costume, mais elle aussi est affamée et faible. L'oiseau s'acharne sur Pecorine, les deux autres paniquent et constatent finalement que seul le costume a pris cher. Pecorine sort du costume en apercevant de la nourriture dans le sac des gamines. Refaite, elle dégomme l'oiseau et sauve la situation. Les petites se réveillent, persuadées d'avoir été elles-mêmes les héroïnes, et se vantent de leur trop grande confiance. Les anciens font les sages, même si l'une des filles pense que tous les monstres, c'est juste du théâtre des plus âgés. Elle soupçonne même Yuki d'avoir simulé un enlèvement, et Yuki lui répond par un pouce levé comme si c'était vrai. Yuki, on le sait tous maintenant, s'il y a un animal, tu seras le premier informé. Kokoro achète des tickets de loterie en faisant ses courses et tente sa chance. Contre toute attente, elle gagne un voyage à la plage. Vacances pour notre guilde gourmande. Carole prend l'idée plutôt de haut, tandis que Kokoro s'approche de Yuki, toute nerveuse, pour demander si son maillot lui va bien, vu qu'elle le porte pour la première fois. Étrange de demander ça à son maître, mais c'est touchant d'innocence. Puis elle se sert de son aide et apprend à nager avec les bons gestes. Le lendemain, tout le monde se prépare à aller à l'eau à la plage, mais Carole évite le bain. Elle ne sait pas nager, alors Pecorine lui offre une petite croisière sur sa bouée en caoutchouc. En sortant de l'eau, Pecorine dit qu'elle est fatiguée, ce qui surprend les trois autres. On ne l'a jamais vue épuisée si tôt. Elle finit par avouer que son armure lui donne la force et l'énergie nécessaires, et qu'à force, elle a une faim de loup. Carole, perplexe, demande pourquoi elle leur confierait un secret aussi sérieux, mais Pecorine les considère comme des amis de confiance. Bref, une petite culpabilisation pour Carole. Leur attention est soudain attirée par Suzume, traîné violemment une fois de plus par sa charrette d'âne. Elle la sauve et découvre que Saren a monté un stand de nourriture saisonnier sur la plage pour l'été. En dégustant, Carole remarque le peu de clients et apprend qu'ils sont plutôt attirés par un autre stand tenu par Akeno de la Mercurius Foundation. Carole ne comprend pas l'idée de nourriture chaude en plein été, mais Akeno vient les voir et la traite de débutante pour penser que ça n'attirerait pas les gens. Elle propose alors à Saren de devenir sa partenaire commerciale. La compagne d'Akeno, Mifuyu, dit à Saren qu'Akeno tient beaucoup à elle malgré son ton hautain. Saren le sait, elles se connaissent depuis l'enfance. Carole, vexée d'être traitée de débutante 2 fois, le prend comme un affront et décide qu'elles doivent créer un menu unique pour attirer tous les clients vers le stand de Saren. Alors qu'ils cherchent donc de la nourriture, Yukari de la cabane d'Akeno se saoule pour oublier sa solitude. Son compagnon la jette à la mer pour la ramener à la raison, sans savoir que la baignade y est interdite à cause de calamars monstres. Et l'un d'eux vient justement d'attraper Yukari. Yukari, inconsciente du danger, savoure la balade que lui offre le calmar qui la secoue. Saren et les autres arrivent en premier et Pecorine se précipite pour la sauver. Pas d'armure, mais épée et couronne suffisent pour abattre la bête. Mais seulement après que Carole l'a traîné sur la plage. Non seulement Yukari est sauvée, mais Saren se retrouve avec un énorme calmar pour le dîner. Et maintenant qu'elles sont sur un pied d'égalité, Saren propose un partenariat commercial à Akeno. Moment mignon. En remerciement envers Kokoro pour l'excursion et pour ceux qui ont aidé à créer un menu original, Carole utilise sa magie pour leur permettre de respirer sous l'eau et explorer ce monde marin splendide. Team, après leurs vacances, Yuki et Kokoro vont au restaurant pour rendre son souvenir au propriétaire et découvrent qu'il est possédé par un fantôme obsédé par les puddings. Une voyante, Shinobu, arrive et s'étonne que Yuki puisse voir le fantôme, Miyako. Cela lui redonne espoir que Yuki pourra les aider, alors ils emmènent Yuki et Kokoro à la guilde. Mais une fois là-bas, ils réalisent qu'ils sont peut-être venus trop facilement, car Shinobu a révélé à tout le monde que les pouvoirs de Yuki pourraient ressusciter leur déesse Ilia. Ils ne peuvent plus s'échapper et sont conduits auprès d'Ilia, la vampire, qui repose dans un cercueil de glace.
À sa sortie, son aura intimidante s'efface quand elle redevient une petite fille. Ayant perdu contre les dieux, elle a été scellée et comme sa résurrection n'est pas complète, elle redevient son jeune moi à chaque sortie du cercueil. Il compte sur Miyako, compte sur Yuki pour la ramener, mais Ilia ne ressent aucun pouvoir en elle. Seulement, ses pouvoirs faibles provoquent la désobéissance chez ses propres sbires, et sans comprendre comment, en déclenchant sans le savoir les pouvoirs de Yuki, il la transforme en sa forme originelle et libère une aura puissante. Mais ça n'a pas duré, elle redevient vite une gamine. Yuki et Kakoro vont s'éclipser, mais Miyako leur barre la route, ils ont renversé et fichu en l'air ses puddings, et franchement, ils l'ont bien cherché. Carole attend leur retour, mais panique quand un fantôme et Shinobu reviennent avec eux. Carole, Yuki et Kakoro sont sous pression. Il faut préparer un pudding parfait pour Miyako pendant que la vraie cuisinière flâne au marché en aidant la mère d'Akaka. C'est plus tendu qu'une finale de Masterchef. En rentrant, Pécurine trouve ses amis transformés en pudding sur la table et un fantôme avec une cuillère prêt à les engloutir. Elle se propose de faire le meilleur pudding et s'y met. Après une bouchée du pudding divin, les autres redeviennent humains et Miyako s'évanouit presque quand Pécorine balance qu'elles ont mis des insectes dedans pour rehausser le goût. Miyako vomit puis s'évanouit. Shinobu s'excuse pour le bazar et la ramène à la maison pendant que les filles partent à la recherche de Yuki, disparu depuis qu'il est devenu, oui, un pudding. Le lendemain matin, Carole somnole quand Pécorine défonce la fenêtre, croyant qu'il s'est passé quelque chose. Tout va bien pour elle, mais sa peluche, elle, est fichue. Carole a presque raison de la traiter de Domborine. Kokoro s'est raccommodé, alors les trois partent en ville chercher du fil pour réparer la peluche pendant que Carole range la maison. Elle fouille le quartier pendant que deux filles semblent les suivre de loin. Ne trouvant pas ce qu'il faut, elles se séparent pour chercher ailleurs. Yuki tombe sur un homme attaqué par une ombre et intervient. L'ombre se retourne contre lui et tente presque de le posséder, jusqu'à ce qu'une des filles traînantes le sauve. La fille dit être sa sœur et se met à débiter combien il lui a manqué, ce qui embrouille Yuki qui n'a aucun souvenir. La petite brune arrive ensuite et emporte la sauveuse en la tirant. Les deux filles se retrouvent dans une ruelle. La plus petite, Rino, fulmine qu'elle devait juste surveiller Yuki à distance et s'occuper des ombres à l'andisol. La grande, Shizuru, s'excuse de ne pas avoir su rester calme en le revoyant après tout ce temps. Reno se met à chouiner qu'elle veut elle aussi parler à son frère et rattraper le temps perdu pour finir par se prendre le plus gros coup de front de l'histoire de l'anime. Elle titube, reprend ses esprits et oublie même ce dont elle parlait. Les deux reprennent ensuite leurs occupations. Carole part joyeuse annoncer la nouvelle à Sa Majesté et cueille même des fleurs, elle qui vit surtout recluse au château. Mais en entrant, le trône est vide et Sa Majesté l'appelle en bas. En descendant, elle la voit poser un masque sur l'une des ombres, qui semble avoir vu ses pouvoirs altérés puis la commander pour faire ses corvées. Quand l'ombre passe près de Carole, les fleurs fanent. Sa Majesté lui ordonne de ne pas traîner ses ordures en son sanctuaire, ce qui abaisse le moral de la pauvre gamine. Yuki et Kakoro se retrouvent et décident donc d'aller manger. Kakoro s'approche de la fontaine pour prendre de l'eau et enlever une tache sur la chemise de Yuki. Elle est interrompue par Rino qui râle qu'elle est trop près de son frère. Kakoro explique qu'elle sert Yuki sur ordre de Lady Hamet quand Rino reçoit un nouveau coup de tête bien placé de Shizuru. Leur présentation est abrupte quand ils remarquent la disparition de Yuki. Kokoro rattrape Pécorine pour l'informer, elles entendent des hommes parler d'un type enlevé et se dirigent vers un coin louche. En entrant, elle tombe sur Charles à la place de Yuki. Il avait dragué la copine du gros gourmand, se fait enlever par ses hommes, mais à la vue de Pécorine, le gros pardonne Charles et laisse partir les trois. Pendant ce temps, Reno et Shizuru combattent simultanément des ombres qui apparaissent au hasard en ville. Tous quatre vont à la guilde pour déclarer une quête pour retrouver Yuki, quand Karine mentionne que Yuki est justement passé à la guilde. Comme sur commande, Yuki revient tout sale comme s'il avait été quelque part, tenant un verre à soie arc-en-ciel. Il avait vu Hariko en mangeant son sandwich, s'était sauvé et est tombé sur une quête de verre à soie. Il a pensé que c'était parfait pour le matériel recherché et est parti seul le trouver. Le voir réussir une quête seul donne l'impression qu'il a un peu mûri et perdu une partie de sa bêtise. Assis dehors, Rino et Shizuru se réjouissent que la bonté de leur frère perdure, qu'il est en sécurité avec ses amis, puis prennent congé. Alors que Carole rentre, elle s'inquiète des nouvelles sortes d'ombres qu'elle a vues plus tôt avec son maître et se demande si ce qu'elle fait est juste. Elle relève le visage pour entrer en faisant la vive, mais la maison est aussi sombre et morose que son humeur. Ses amis s'exclament derrière en agitant la peluche réparée dans la main de Pécorine, et cette fois Carole retrouve vraiment le sourire. Pécorine, elle, fait un cauchemar atroce où ses parents refusent de la reconnaître. Le lendemain, Carole remarque un truc qui cloche au petit déjeuner. Le luxe a disparu du repas simple.
Pecorine explique qu'un monstre bloque les routes commerciales de la ville et provoque des pénuries. La quête est classée dangereuse et Carol refuse de s'en mêler, mais depuis quand l'a-t-on écouté ? Non seulement ils décident de la faire eux-mêmes, mais le plan met en danger celle qui s'y opposait le plus. Carol attire le monstre pour l'amener jusqu'aux autres, le projette au sol et Pecorine l'achève avec son coup princier. La ville entière les couvre alors d'éloges et de respect. Après cet exploit, ils vont à la crêperie où Yuki et Kakoro étaient le premier jour. Et surprise, elle est tenue par les sœurs de Yuki et leur maître. Cette nuit-là, Yuki sombre et revit en flashback la défaite de son groupe, impuissant. Il en parle ensuite à un mystérieux type qui lui dit que c'était à la fois réel et rêvé, pouvant être son passé comme son avenir, une déclaration déroutante pour quelqu'un déjà perdu dans ses souvenirs. Le lendemain, les trois déjeunent au resto en se demandant où est Carol. Carol nourrit des chats quand Charlie et Akaki la rattrapent. Tandis qu'ils marchent, la ville est attaquée par un monstre ombre géant, la même créature masquée qu'elle avait vue au château de son maître, devenue monstrueusement puissante après avoir absorbé tant d'humains. En entendant le tumulte, Pecorine accourt pour voir Charlie et Akaki, la renseignent et lui disent que Carol est partie. Sans hésiter, Pecorine fonce vers le monstre, jurant de protéger la ville coûte que coûte. Après avoir sauvé quelques citoyens, Pecorine affronte le monstre qui se régénère sans cesse. Carol, qui regardait tout caché, surgit en paniquant, vise soudainement Carol et fonce vers elle. Pecorine se jette devant elle, prête à se sacrifier. Alors que Yuki et Kokoro arrivent, le monstre les frappe encore pendant leur chute, mais Carol se retrouve saine et sauve, coincée seulement par un rocher qui lui écrase le pied. Pourquoi elle est indemne ? Parce que Pecorine s'est placée devant elle, arrêtant les pierres qui tombaient. Elle reste même immobile quand le monstre la frappe dans le dos. Lui tendant la manche d'armure pour la protéger, Pecorine avance vers l'ombre, prête à l'attaquer avec ses dernières Tar Force. Carol refuse que Pecorine fasse ça, elle ne veut pas que l'autre se sacrifie pour elle. Au dernier coup, une partie de la poitrine du monstre explose et Pecorine retombe inerte sur le sol. Carol pleure, rongée par la culpabilité. Pecorine se sacrifie toujours pour elle alors qu'elle a songé à l'abandonner plusieurs fois. Allez, tu l'as toujours sauvée face au monstre de Sa Majesté, tu n'es pas si terrible que ça. Le monstre se régénère et Yuki essaie d'utiliser son pouvoir, mais des souvenirs du passé le submergent au pire moment et il s'effondre, faible. Par chance, ils sont tous téléportés ailleurs tandis que des murs se forment autour de l'ombre. Yuki tombe sur la dame de la crêperie qui lui avoue que la boutique n'est qu'une couverture. Pendant ce temps, Kokoro se retrouve dans un château et découvre un portrait de Pecorine avec ses parents. En apprenant que Pecorine est la princesse disparue, elle lui révèle son passé brutal. Ses parents l'avaient envoyée explorer le royaume pour voir le peuple. Mais quand elle revient après ses exploits, personne ne se souvient d'elle, pas même sa mère et son père, et elle est bannie du royaume. Tout le monde prenait la femme, Sa Majesté Carol, pour la princesse Eustiana à la place de Pecorine. Voilà pourquoi la vraie Eustiana, notre Pecorine, a toujours été si expressive et collante. Elle craignait que ses nouveaux amis l'oublient aussi. Carol entend son dimbarène et s'éloigne vers le monstre. L'Avarista, la dame de la crêperie, avoue à Yuki qu'elle est près de lui depuis son arrivée ici et Sekamet tente doucement de lui rendre la mémoire. Elle lui explique que ses souvenirs peuvent à la fois sauver le monde et anéantir son existence, donc c'est à lui seul de décider. Elle détaille que des ombres l'entoureront toujours parce que les monstres tractent les âmes puissantes. Elle ajoute que ce monde est né du combat entre lui et la volonté d'un être malfaisant. Pendant que tout le monde cherche Pecorine et les autres, les chevaliers du palais arrivent mais se font railler par les citoyens pour leur éternel retard. Christina surgit, c'est la vice-capitaine des chevaliers. Elle laisse entendre qu'il est étrange qu'une bête trône dans un royaume d'humains et que l'apparition d'un monstre géant au cœur de la capitale sans alerte des gardes royaux est pour le moins suspecte. Carol décide d'affronter seule le monstre, doutant de vouloir aider son maître au combat. Pecorine débarque pour la sauver, admettant qu'elle est peut-être égoïste, mais qu'elle veut que Carol l'aide à terrasser la bête. Carol la traite d'idiote, mais accepte d'aider pendant que Kakura observe au loin. Labyrinthe confie à Yuki que tous dans le labyrinthe protégeront ses amis, mais lui insiste pour les défendre seuls. Comme sur commande, Reno et Shizuru contactent l'Avarista pour savoir s'ils doivent intervenir pour sauver les amis de Yuki, mais elle les rassure et téléporte Yuki et elle sur le lieu où se battent les filles. Pendant que les filles se battent, Yuki est téléporté en l'air, le monstre le frappe et il se prépare, il réveille son pouvoir, le groupe coordonne une attaque et terrasse la créature d'un coup puissant.
Après avoir éliminé le monstre, ils sont renvoyés dans leur monde où tout le monde est inquiet et attristé par leur disparition. En les voyant réapparaître dans le restaurant, tout le monde accourt en criant de joie parce qu'ils sont sains et saufs. Pécorine enlace Carole en lui déclarant son amour et pour la première fois, Carole lui rend son étreinte. Ce n'est pas la fin de leur voyage, mais le début de quelque chose de plus grand, tandis qu'elles poursuivent de leurs aventures gastronomiques avec la guilde. Maintenant, sur un ton enjoué décrivant les routines matinales de Yuki, Kokoro et la toujours endormie Carole, Pécorine trône au sommet d'un bâtiment contemplant avec tendresse le royaume de Landasol. Pendant que le groupe prend son petit déjeuner, Kokoro dévoile une carte menant à un assaisonnement légendaire. En tant que guilde vouée à découvrir les délices du monde, cette quête leur va comme un gant et ils acceptent avec enthousiasme. Mais en chemin vers ce condiment mythique, ils tombent sur des obstacles imprévus. Et oui, comme vous vous en doutez, Yuki et les loups n'ont jamais été amis, et ça n'a pas changé. Même si les loups ont fait semblant d'être amicaux au début pour le tromper, ils vont dans un village et demandent à un habitant s'il connaît la carte. Il répond qu'il n'est pas un odorat l'explorateur, mais les met en garde contre les monstres de la forêt. Le groupe entre dans la forêt de bonne humeur qui s'effrite vite. Lorsque Carole réalise qu'ils n'ont plus rien à manger, il ne reste que des bestioles. Pécorine décide d'aller chercher de la nourriture avec Yuki. Toutefois, disons juste que Yuki avait encore un petit souci. Il se propose comme appât pour attraper de la nourriture, même si, soyons honnêtes, s'il s'agit de Yuki, il n'avait pas tant besoin de se sacrifier. Le piège fonctionne et il déguste une viande mystérieuse et savoureuse. Ragaillardis, ils repartent, mais se retrouvent vite entourés de grosses boules de poils. Mais c'est quoi ces trucs? Bref, Carole se rend compte que Pécorine les a nourris avec ses pelotes, et on peut dire qu'ils ont failli mourir d'une façon probablement ridicule à cause d'elle. Après avoir ingéré la viande vénéneuse et été paralysés, un aventurier mystérieux vient à leur secours, leur raconte la jeunesse de la carte et ses innombrables exploits d'antan. Il accepte de les guider. À leur arrivée, 3 fantômes surgissent et attaquent le groupe, tandis que le vieil homme qui les mène reste immobile à les regarder, puis ils comprennent que ce sont d'anciens compagnons de guilde et décident que de leur rendre la paix avec le vieux. Même s'ils n'ont pas accompli la mission à cause d'un gag comique, ils comprennent l'essence d'être aventuriers. Ce n'est pas que réussir des quêtes, mais vivre des aventures inoubliables et créer des souvenirs précieux avec sa bande. Ce n'est pas la casquette, perso j'aurais pris le trésor et basta, mais l'aventure de la bande reste hilarante. Yuki, le héros éternellement paumé, se fait encore traîner par les loups qu'ils ont croisés au début. Même s'il a tenté cette fois d'apprivoiser les loups au lieu de les attaquer, c'est un petit signe que, malgré sa bêtise persistante, Yuki commence doucement à évoluer. Quant au reste du groupe, ils sont aussi inutiles que toi. Carole reste dans son registre tsundere, Kokoro continue de s'occuper de tout le monde, et Pecorino garde son appétit sans fond et son air de princesse insouciante. Et Carole, plongée dans sa double vie, accompagne la guilde gourmande en mission tout en rapportant en secret à son maître. Elle est déchirée, ne sachant plus si elle est espionne ou chevalière princesse, un peu comme l'histoire de princesse fugueuse de Pécorine. Pendant ce temps, Yuki entre dans une boutique pour livrer un fil soyeux et se fait bien sûr capturer encore une fois. Pécorine et Kokoro confient que Pécorine est en réalité la reine, puis elle tombe sur Yuki habillée en fille par l'idole Carmina, membre d'une guilde chantante et dansante qui s'est aussi tapée sur les monstres. Il donne des concerts live qui tournent toujours court parce que des monstres débarquent à chaque fois. Carole arrive aussi et disons qu'elle en ressort traumatisée. Pendant que les deux guildes mangent et papotent, Yuki se retrouve avec du gâteau sur lui et sort pour se nettoyer. C'est là qu'un groupe, le Carmina Club, des fans qui menacent quiconque s'en prend à leurs idoles, l'aborde. Alors qu'on s'apprête à s'en occuper, le groupe d'idoles se met à chanter et, d'une façon ou d'une autre, Yuki se retrouve propulsé chef de la nouvelle guilde. On dirait que la chance tourne même pour Yuki. Le lendemain, leur concert démarre et la foule s'emballe. Carole et Christina décident mot et pour une fois de protéger la scène des ombres incontrôlables afin qu'ils puissent donner la performance parfaite. Le lendemain, la solitaire elfe Oi arrive en ville avec bien sûr son ami en bois et elle raconte à Yuki et Kakoro qu'elle a été transférée à l'académie de Thérèse, une école strictement féminine. Et c'était loin d'être son choix. Il décide d'aller voir l'académie, mais Oi panique vite, persuadée qu'on va se moquer d'elle. Yuki promet de ne pas la laisser y aller seule, Oi le surnomme Capitaine, ce qu'il rejette sur le champ.
Dans la bibliothèque, Oi leur explique que l'on appelle aussi l'endroit la Tour d'Ivoire, avec des livres d'histoire, de BI, Artiade, de magie et même de philosophie. Yuki se promène, remarque des pieds sous une pile de bouquins et, en soulevant le tout, découvre une fille en dessous. Mais souvenez-vous, la dernière bonne action de Yuki envers une fille a mal tourné, il a sans doute retenu la leçon, il pose donc le livre en faisant comme s'il n'avait rien vu. La jeune fille se présente, unie, et explique qu'elle cherchait un ouvrage précis quand la pile s'est effondrée, la laissant complètement KO. En se relevant, deux filles entrent, Chiru et Chloé, amies proches d'Uni. Elles ne viennent pas de milieux privilégiés, mais elles s'unissent pour décrocher une bourse et poursuivre leurs études. Uni demande l'aide d'Ai et de la Guilde des Gourmets pour enquêter sur le mystérieux cas des gardiens verts bloquant l'accès à l'académie. Après avoir exposé la situation à Yuki, Kokoro et Oi, le groupe part en expédition dans la forêt pour percer le mystère. Plus il s'enfonce, plus il tombe sur un cimetière étrange, ce qui surprend Ai malgré sa connaissance des bois. Les pierres tombales portent des signes inconnus, et le fait de retomber plusieurs fois sur le même lieu donne au groupe une sensation inquiétante. Pour situer leur position, Uni consulte sa Rosetta un peu stone, ce qui déclenche une conversation aussi étrange que dérangeante. Effrayé, le groupe bat en retraite, pour tomber nez à nez avec les gardiens verts, sorte d'épouvantail ridicule créé par Aoi pour communiquer. Dans un moment d'embarras, elle casse le cou de tout le monde pour cacher son secret. La situation devient encore plus étrange après la découverte de ces gardiens verts de la forêt. Alors que Zoé s'évanouit après une embuscade d'une armée de squelettes, la scène bug et soudain Pekorim, Yuki et Uni se retrouvent transportés dans un autre monde qui cache pourtant une histoire tragique. Comprenant la situation, Pekorin joue son va-tout et comble la pièce manquante que le roi squelette convoitait. Un duel intense contre une sorcière redoutable provoquant une dévastation colossale ébranle Yuki jusqu'au plus profond de lui. Mais non, c'était juste un rêve. Sans s'attarder, Pekorin les embarque à la hâte pour la quête suivante. En un rien de temps, la guilde gourmet se retrouve en fuite, traquée par un monstre qui veut leur chair. Soudain, Yuki se fait emporter comme une mouche par un ver gigantesque, le laissant pantelant et perdu quant à son sort. Heureusement, Makoto et les membres de Kaon, une guilde spécialiste des humanoïdes bestiaux, viennent à sa rescousse. Ils les rattrapent vite et terrassent ensemble la menace monstrueuse. Quand la poussière retombe, Pekorim, Kokoro et Yuki s'attellent sans tarder à préparer un festin copieux avec les restes de la bête. Makoto et les autres ressentent mêlés admiration et malaise. Sans le savoir, on enquête sur l'apparition mystérieuse d'ombres sur l'île et reconnaissant leur expertise, Pekorin propose son aide à Kanon pour l'enquête. En mission, Carole ne peut s'empêcher de penser à la bague que lui a donnée Sa Majesté. Au coucher du soleil, ils sont attaqués par des ombres, mais parviennent à les vaincre et découvrent avec surprise un autre Kaiser, une ombre prenant sa forme mais non agressive. Ils ramènent cette ombre chez eux, l'appellent Kiri, espérant en apprendre plus. Le lendemain, ils suivent les ombres et les voient de converger vers un golem qui les pulvérise sans effort. La nuit, une fille se présentant comme une métamorphigante apparaît, expliquant que les ombres la poursuivent et que son corps principal est pris au piège dans le golem. Consternée d'apprendre que Yuki a perdu la mémoire, elle leur ordonne d'évacuer les habitants car l'assaut des ombres est imminent. Inquiets de ne pas avoir de bateau assez grand pour évacuer, ils décidèrent d'affronter les ombres et le golem de front. En entrant dans le golem, ils trouvèrent sur la fille prisonnière d'un cristal, se battirent à tout contre les ombres qui le contrôlaient, mais furent finalement expulsés. Sans se laisser abattre, Pekorin continua d'attaquer le golem jusqu'à épuisement, puis disparut brusquement en étant téléporté au château de Landisol. Le groupe, choqué par sa disparition, vit les ombres continuer leur avancée vers le village. Dans la salle du trône du palais de Landisol, Pekorin affronta celle qui avait usurpé son royaume, Mana Senri, alias Kaiser Insight. Mana déclara l'avoir ramené là pour tester sa bonté et se repaître ensuite de son désespoir. Jouant sur la peur de Pekorin d'être oublié, Mana réussit à lui faire croire que ses amis l'abandonneraient. Pendant ce temps, des virus infiltrèrent la cellule de Kiri, mais Yuki arriva à temps pour la sauver. Il eut un flash révélant que les ombres étaient en fait des bugs de leur monde, instrumentalisés par quelqu'un plutôt qu'éliminés. Pourquoi les ombres pourchassaient Kiri resta un mystère, et Kiri se porta volontaire pour servir d'appât afin d'aider le groupe. Il prévoyait de conduire les ombres vers un lac où le planeur de Kokoro les ramènerait auprès de Makoto et des autres. Mais le plan fut contrecarré lorsqu'un rayon de lumière frappa Kiri, la rendant inconsciente et faisant disparaître son corps. Yuki tenta désespérément de la soigner avec sa magie, mais cela ne fit qu'alimenter le processus. Dans ses derniers instants, Kiri les remercia d'avoir pris soin d'elle,
Les laissant bouleversés et en essayant de la guérir, Yuki vit des souvenirs qu'il n'aurait pas dû connaître, notamment une Kazumi alternative tenant un chat nommé Kiri. Omet expliqua que Yuki avait accidentellement touché une mémoire prématurée qu'il n'était pas supposé voir. Dans un autre monde, la reine Labirista orchestrait ces événements et bien que Kiri sembla morte, Omet parvint à préserver sa conscience et promit de la protéger. Avec la mort apparente de Kiri, les ombres poursuivirent leur marche et Yuki et ses amis rejoignirent la bataille. Dans la version originelle du monde, Yuki et ses compagnes se battirent, menant à une situation désespérée avec de graves blessures. Confronté à un choix crucial posé par Labarista et Amet, Yuki devait choisir, livrer une bataille vaine ou laisser réinitialiser le monde pour offrir à tous une deuxième chance de victoire, au prix de ses liens et de ses souvenirs. Malgré tout, Yuki choisit logiquement de sauver ses amis chéris. Pendant ce temps, Pecorin invite Mana à partager un repas pour mieux la comprendre, mais Mana refuse. Pecorin jure de reprendre son royaume et tout ce que Mana a volé, puis retourne sur Terre pour rejoindre ses amis contre l'armée d'ombre. En dévalant du ciel, elle lâche son attaque la plus puissante, coup de princesse, élimine le monstre et sauve tout le monde. À Landesol, un mystérieux chevalier sème la pagaille en tuant et troublant la paix. Déterminée à rétablir l'ordre et à laisser les gens manger tranquilles, Pecorin prend sur elle de mettre fin au chaos, mais tout se complique quand un pont s'effondre, victime de l'incompétence d'une guilde casse-cou appelée Weissflugal. Cette guilde, peuplée d'espions à intérêt personnel, ne fait qu'engendrer chaos et ennui autour d'eux. On y trouve une fille constamment flirteuse, une égocentrique, une masochiste et un samouraï. Le chef de la guilde exhorte tout le monde à chercher des quêtes pour rapporter de l'argent au pays, mais leurs exploits passés les rendent plutôt inutiles. Ils se souviennent d'un monstre vaincu, sauf que l'obsession de la samouraï pour les bombes a fait sauter le pont et laisser tout le monde sur la paille. Pendant ce temps, le patron d'un restaurant et sa serveuse paniquent en recherchant une rousse qui dansait chez eux, mais qui se comporte bizarrement depuis qu'elle a pris une potion donnée par Mitsuki du Caravans du Crépuscule. Cette potion provoque des troubles divers, corps et esprit. Yuki, choqué en l'apprenant, se met à la recherche de la fille. Yuki finit par tomber sur la rousse, Kyuka, plongée dans des livres érotiques. Surpris par son comportement et apprenant que ces livres ne sont pas à elle, il décide de les brûler malgré les protestations de Kyuka. En poursuivant leur recherche, il tombe sur le chevalier insaisissable attaqué, mais un mystérieux épéiste intervient et repousse l'assaillant. Kyuka se fâche contre ses camarades de guilde qui perdent leur temps avec leur lubie et il tombe sur une substance verte et visqueuse qui donne vie aux jouets, déclenchant une folie d'achat dans la population. Ils commencent à creuser pour en trouver davantage, mais la substance explose en les emportant. Kokoro retrouve l'épéiste mystérieux et soigne sa blessure. Mais le chevalier attaque encore. Tomo, de Weissflugal, pense d'abord que c'est leur capitaine, puis soupire de soulagement quand le vrai capitaine arrive. Il découvre que l'armure du chevalier est vide et contrôlée par la substance verte. Yuki et les autres arrivent et livrent une bataille acharnée contre une entité verte monstrueuse qui fusionne avec le chevalier et gagne en puissance. Les habitants de la ville, y compris le patron du restaurant, viennent aider. Ils parviennent à extirper la culpabilité de Kyuka hors de la substance collante, ce qui émeut Kyuka. Pecorin porte le coup final avec son attaque de princesse. Après l'épreuve, Tomo parle à son capitaine et lui dit qu'elle croit qu'il n'est pas responsable du chaos. Kyuka remercie le groupe de l'avoir sauvé et commence à éprouver des sentiments positifs envers la nation de Landisol. On voit Shika courir dans la forêt, en plein effacement de souvenirs, jusqu'à oublier même son propre nom. Pendant ce temps, Yuki récupère des bribes de mémoire, mais Carole le presse de se concentrer et de retourner au travail. Après leur besogne, ils se retrouvent Tandung tous pour déjeuner. Pecorin propose un jeu. Le dernier arrivé paie l'addition. Yuki se joint à la course et bouscule par accident Aeon et Kurumi qui fuient des abeilles. Elles expliquent qu'elles vivent chez Mademoiselle Saren qui vient d'ouvrir une boutique et veut leur offrir une citronnade chaude au miel. Lors de la sortie, elles tombent sur Chika sur la route, qui a perdu la mémoire et s'évanouit. Elles l'emmènent au nid de la cocatrice où Yuki revient avec Nozomi pour la soigner. Mais la situation dégénère quand Kurumi se met à agir bizarrement et attaque Charlie en l'accusant d'avoir rompu des promesses. Chika se réveille aussi, se comportant comme un chien et toutes deux semant le chaos au restaurant. Aen comprend que ce n'est pas Chika mais Pukichi qui occupe son corps et il sait qu'Aen le découvrira. Finalement, Chika revint à elle et avoua que le chahut venait d'un esprit farceur nommé Foggy. Tout le monde perdait des souvenirs pour en adopter d'autres et Foggy s'éclata à les voir changer. Pecorin et Carole reçurent pour mission d'affronter Foggy. Arrivées près du lac des sources, elles eurent une révélation et revinrent en trombe au nid de la cocatrice où Carole tira Pikichi et découvrit que Foggy s'y cachait.
L'attaque puissante de Pecorin ne fit rien à Foggy, qui se divisa en 4 et riposta. Au milieu du combat, Yuki eut un vieux souvenir tendre de ses amis avant de partir pour la tour de Sol. De retour au présent, Yuki activa sa magie de soutien, princesse chevalier, permettant à Chika et Nozomi de vaincre Foggy. Kokoro, voyant que tout le monde était revenu à la normale, remarqua une intensité nouvelle dans le regard de Yuki. Kokoro était affairée à écrire des lettres pendant que Pecorin travaillait au champ de riz. En se rendant à la poste pour envoyer tout ça, elle croisa 2 filles hésitantes à poster leur propre courrier. En s'encourageant, elles finirent par se pousser et Kokoro déposa ses lettres. Mais à ce moment-là, un groupe de voleurs armés fit irruption et s'empara de l'or et du courrier. Susanna et Misaki étaient désespérées de retrouver leurs lettres. Kokoro avoua qu'elle avait envoyé ses fées suivre les voleurs, ce qui facilita leur piste. Intriguées par l'importance des lettres, Susanna et Misaki expliquèrent qu'elles pensaient que leurs mauvaises notes avaient causé la fermeture de leur école. Elles voulaient postuler ailleurs sans la lettre de recommandation de leur prof bienveillant, lettre qui faisait partie des objets volés. Déterminées à la récupérer, elles montèrent un plan. Misaki tenta de distraire les voleurs avec son charme, mais ça tourna mal et elle fut capturée. Pendant ce temps, Carole aperçut sa majesté Christina et la suivit en se faisant prier de faire attention. Yuki, lui, était absorbé par les souvenirs retrouvés de ses aventures passées avec d'anciens amis. Quand il en parla à la barista, elle n'en dit pas beaucoup, mais le rassura. Ses vieux amis étaient en vie et il avait de nouveaux amis à protéger. Alors que Pecorin travaillait dans les rizières, elle eut une vision d'elle-même d'autrefois, s'inquiétant que ses amis l'oublient. Elle hésita à confier l'histoire de la princesse Eustiana à Yuki, Carole et Kokoro, craignant qu'en sachant la vérité, ils ne la quittent. Susanna et Misaki, aidés par Kokoro, récupérèrent leurs lettres. En s'enfuyant, les voleurs les rattrapèrent, mais Tomo, la garde royale et leur institutrice, Miss Lo, arrivèrent avec des gardes, mirent les voleurs hors d'état de nuire et sauvèrent la situation. Plus tard, quand Kokoro alla à la poste envoyer sa lettre, Susanna et Misaki décidèrent de ne pas envoyer les leurs, persuadés que Miss Lo leur faisait confiance. Yuki, Pecorin et Carole rejoignirent Kokoro dans les rizières, mais le travail était trop lourd pour eux seuls. À leur grande surprise, Kokoro avait invité tous leurs amis par lettre. Submergée par la présence inattendue de tout le monde, Pecorin en eut les larmes aux yeux de joie et dans son bonheur, elle décida de révéler à Yuki et Carole qu'elle était la princesse Eustiana. Pecorin avait pris la décision d'avouer sa véritable identité à Carole et Yuki, mais en s'approchant de Carole, elle se troubla et préféra attendre le bon moment. Pendant ce temps, Carole prépara des onigiri pour Mana Senri, visiblement stressée et peinant à dormir. Carole la réconforta en lui prenant la main, Mana se sentit soulagée et finit par s'endormir. À son réveil, elle trouva Carole endormie à ses côtés avec les onigiri. Carole s'excusa d'avoir piqué du nez et invita Mana à partager en veillant à ne pas mettre de tsukemono. Elle savait que Mana n'aimait pas ça. Entre-temps, elles apprirent qu'un festival approchait et décidèrent d'y aller. Au festival, elles tombèrent de par hasard sur Carole et l'invitèrent à se joindre à elle, où elles rencontrèrent aussi la barista, Shizuru et Reno. La barista proposa à Yuki une nouvelle saveur de crêpes et s'enquit de son état. Yuki la rassura, disant qu'il allait bien et qu'il était déterminé à protéger ses amis, résolution qui rassura la barista. De retour au château de Mana, elle se retrouva soudain projetée dans une autre dimension pour un combat. Pendant ce temps, au festival, Pecorin hésitait toujours à révéler sa vraie identité à Carole et Yuki. Kikoro a emmené Yuki ailleurs, offrant à Pecorin l'occasion d'aller parler à Carole. La fête était pleine de jeux et de rires, mais Pecorin était ailleurs, perdu dans ses pensées, tandis que dans l'autre dimension, Mana et Labyrinthe se livraient un combat féroce. Mana montra des pouvoirs dignes d'une métamorégnant, capable d'imiter bien des capacités, mais elle fut stupéfaite quand Labyrinthe utilisa Edo Tensei et fit surgir quelque chose de rien. La bataille monta d'un cran quand Mana lança une lune et Labyrinthe riposta avec la sienne, provoquant une explosion colossale. Malgré sa puissance amoindrie à force de revirements, Mana restait défiant. Peu lui importait combien des 7 couronnes viendraient l'affronter. Labyrista expliqua qu'à l'extérieur de la dimension, Rino et Shizuru, ses camarades de guilde, tenaient les ombres de Mana en respect, l'affaiblissant. Labyrista avait tiré les leçons du précédent combat et était prête à fond cette fois. Elle s'approcha pour l'estocade finale, mais Mana hésita, utilisa l'anneau qu'elle avait donné à Carole pour la tirer dans la dimension et s'en servir comme bouclier. Cette hésitation permit à une copie de Mana d'enfoncer une dague dans le dos de Labarista, causant sa défaite. En mourant, Labarista regretta d'avoir mêlé Carole à tout ça, et une fois vaincu, Mana Senri exécuta rapidement son plan dangereux. Pecorin et Kakoro s'inquiétèrent quand Carole ne rentra pas, puis on entendit Yuki les appeler. Nyako et Shinobu arrivèrent à la guilde gourmande et révélèrent que Carole avait été manipulée par Mana pendant son combat contre Labarista.
À présent, Mana voulait vider Landisol et ses habitants jusqu'à la moelle. Dans un rebondissement choquant, Diablos fut victime d'une attaque. Seuls Miyako et Shinobu réussirent à s'enfuir pour porter la terrible nouvelle. Usant des pouvoirs de l'Abarista, Mana scella toute la cité de Landisol et lâcha des ombres sur la population. Les membres de la guilde gourmande se précipitèrent pour aider les habitants paniqués qui se tournèrent vers la princesse Eustiana au château pour obtenir secours. Mais Mana avait dissimulé le château grâce au pouvoir de labyrinthe, ajoutant au chaos. À l'intérieur, Mana trônait tandis que Carol était sous son contrôle et ordonna à Carol de poursuivre le plan. Carol attaqua alors les gens rassemblés devant le château. Pécorine est intervenue pour contrer les attaques de Carol, mais Carol restait froide et distante, jurant qu'on ne pouvait pas remonter le temps. Yuki eut un flash et perdit connaissance. Des ombres les attaquèrent, mais Akachi, Yasoko et Charlie les sauvèrent. Pendant ce temps, Pécorine confronta Carol, lui demandant pourquoi elle avait abandonné la guilde des gourmets et effacé leurs souvenirs précieux. Carol semblait déchirée, mais Mana la contrôlait, la forçant à attaquer à nouveau. Au milieu du chaos, les pierres de communication de Yuni révélèrent une vérité choquante. La personne sur le trône n'était pas la vraie princesse Eustiana, et la vraie princesse était parmi eux. La foule sombra dans la confusion. Mana s'emporta et ordonna à Carol de tuer tout le monde, mais Carol résista, disant qu'elle n'en pouvait plus. Mana refusa de lâcher prise et la manipula comme une marionnette pour la faire continuer. Uni lança une diffusion en direct grâce aux pierres, montrant la lutte intérieure et la résistance de Carol. En voyant ses larmes, Pécorine se leva pour l'arrêter et se déclara la vraie princesse Eustiana. Elle jura de mettre fin à la supercherie de Mana et de reprendre son royaume. Quand Mana captura Carol et s'apprêta à la blesser, Pécorine resta déterminée à la sauver et se précipita, mais Mana avait déjà préparé un nouvel adversaire, Jun, le commandant des gardes, contrôlé par Mana. Pendant ce temps, les membres de la caravane du crépuscule partirent libérer le corps de Meta Morignan enterré sous le château, mais ils tombèrent sur Christina plus forte qu'ils ne l'avaient prévu. Kakoro courait dans les rues avec ses amis, portant Yuki inconscient sur le dos, poursuivi par des ombres implacables. Soudain, une ombre colossale surgit et détruisit le pont devant eux. Kakoro perdit connaissance et se retrouva dans un monde étrange où elle rencontra une métamorphe. Celle-ci lui avoua qu'elle avait essayé d'établir un lien, causant les pertes de connaissance de Kakoro, et lui confia la clé du pouvoir de Yuki en la prévenant des dangers s'il perdait le contrôle. Kakoro reprit conscience et, aidé des petites filles, parvint à vaincre l'ombre colossale. De retour au combat entre Pécorine et Jun, Pécorine fut grièvement blessée alors que Jun la domina. Carol ne supportait pas de voir Pécorine blessée et lui a demandé de s'enfuir, mais Mana l'a forcé à regarder le combat. Mana a ensuite enchaîné la Tour du Soleil, laissant tout le monde se demander quelles étaient ses véritables intentions. Les membres de la caravane du crépuscule ont continué de lutter contre Christina sans réussir à la tenir, trop puissante. Ruka et Anna sont arrivés en renfort. Christina s'est révélée redoutable et Hariko a tenté d'atteindre le corps du Métamorégnan sans imaginer l'horreur qui l'attendait. La force de Carol a fini par briser l'emprise de Mana sur son esprit. Ensemble, ils affrontèrent Mana, Jun protégea Pécorine de l'attaque, et grâce à Jun, Pécorine déchaîna toute sa puissance, terrassant l'ombre de Mana en 2 frappes princières décisives. Mais leur joie fut de courte durée. Le Mana qu'ils avaient combattu n'était qu'une ombre. La véritable Mana Senri jaillit du sous-sol et terrassa Jun d'un seul coup, puis braqua ses attaques sur Pécorine et Carol, décidés à les sacrifier. Yuki arriva et les sauva, affrontant la vraie Mana dans un ultime face-à-face. Alors que tous les membres de la guilde gourmet se rassemblaient, Yuki et Pécorine luttèrent de toutes leurs forces sans parvenir à atteindre Mana Senri. Pourtant, le soutien indéfectible et la foi des gens autour d'eux leur insufflèrent un pouvoir énorme et Pécorine finit par percer la barrière pour atteindre Mana, mais Mana riposta en invoquant l'Abarista et Neneka pour les attaquer. À un moment critique, Carol les protégea des assauts de Mana et essaya de tendre la main à Mana en l'invitant à déjeuner, espérant la raisonner. Mana refusa et resta déterminée à achever son projet de destruction du monde. Pendant ce temps, Tomo sauva sa vice-capitaine, mais même avec l'aide de Carol, elle ne faisait pas le poids face à la puissance de Mana. Mana captura Pécorine et la soumit à des décharges électriques, provoquant une souffrance immense. Pécorine s'interrogea sur la raison de tant de tristesse chez Mana, ce qui ne fit qu'attiser davantage sa colère. Mana tira alors la Tour du Soleil pour tenter de ramener une certaine Minerva, tandis que le peuple du royaume gardait foi en la princesse et ses amis, encore en lutte contre les ombres. Yuki libéra ses pouvoirs grâce à l'utilisation par Kokoro de la clé d'Omète, brisant les barrières de Mana et délivrant l'Abarista et Métamorigman, renversant la situation. Bien que Mana sembla vaincue, elle céda aux ombres et se sacrifia pour accomplir son rêve.
Témoin de la détresse de Mana, Pecorin se précipita aux côtés de Carole, jurant de la sauver. Yuki et Kokoro restèrent à ses côtés. Appuyés par des amis venus de toutes les guildes du royaume, ensemble, ils créèrent une ouverture pour pénétrer dans l'ombre monstrueuse. Pendant que Pecorin, Yuki et Kokoro affrontaient tous les ombres, Carole se fraya un chemin vers le cœur pour secourir Mana, mais Yuki se plaça devant Pecorin et reçut une blessure grave. La situation devint critique et la barista avec Ahmet proposèrent d'extraire sa conscience et de remonter le temps pour le renvoyer en arrière. Cette fois pourtant, Yuki refusa, parfaitement conscient des conséquences possibles. Il n'abandonnerait pas les liens qu'il avait tissés. Carole atteignit Mana Senri et lui saisit la main alors qu'elle tombait vers l'abîme. Malgré les supplications de Mana, Carole refusa de lâcher prise et les tira toutes deux hors du cœur. Elles revinrent à Landisol où Mana Senri était emprisonnée. Pecorin retrouva ses parents et reprit sa place légitime au sein de la famille royale. Yuki, Carole et Kokoro rentrèrent chez eux. Alors qu'ils s'apprêtaient à déguster un dîner de poisson, une jeune fille entra et déclara vouloir rejoindre la guilde gourmet. Elle se présenta sous le nom de Pecorin.